À la fin du tuto précédent, je vous ai promis la présentation d'une technique que je viens juste de mettre au point, mais il vous faudra attendre encore jusqu'au prochain tuto car finalement le froissage du Tetra Pak va déjà nous occuper suffisamment pour remplir le présent épisode. C'est pourtant au départ la technique de travail sur la matrice certainement la plus simple à mettre en œuvre. Il suffit de prendre une matrice, une de vos matrices, prête au tirage, qu'elle ait déjà d'ailleurs servi ou non. Donc celle-ci a déjà servi. Et de la réduire en boules bien serrées. Donc c'est toujours amusant de faire ça sans prévenir sur la matrice d'un participant à un stage et de voir la tête qu'il fait. Voilà, donc je plie vraiment bien, je peux même l'appuyer sur le support. Voilà, ensuite il suffit de la redéplier. Bon, regardez ce que ça donne. Là j'ai des plis qui sont un peu réguliers, c'est un peu dommage. J'aime bien d'arriver à faire des plis qui ne soient pas trop droits. Voilà, vous la redépliez et puis on va faire un ancrage tout à fait classique, qui soit simple, un peu ombré. Enfin, on va voir ce qu'on va en faire. On fera d'ailleurs plusieurs essais pour voir un peu comment ça réagit selon les types d'ancrage qu'on va réaliser. Regardons quelques tirages réalisés avec cette matrice froissée, mais auparavant je vous remets donc pour mémoire un tirage réalisé avec cette matrice avant froissage. Un tirage à peu près simple, il y a peut-être un petit peu d'ombrage. Et voilà donc par comparaison le résultat une fois qu'on a froissé la matrice. Donc là un froissage qui est assez visible. J'ai étalé comme d'habitude au couteau à peindre et ensuite j'ai homogénéisé et enlevé de l'encre au papier essuie-tout et j'ai fait un tirage un peu ombré en relevant bien les lumières. Donc sur tous les tirages suivants, j'ai essayé de reproduire le même tirage ombré en marquant les lumières aux mêmes endroits sur tous les tirages suivants de manière à ce que vous puissiez comparer un travail à peu près homogène. Sur ce point, puisque sur les autres points, comme on va le voir, on va changer d'un tirage à l'autre. Par exemple, ici, j'ai moins essuyé le fond, je l'ai gardé juste un travail au couteau à peindre. Ça ne se voit pas beaucoup, mais je n'ai pas du tout frotté à l'essuie-tout sur le fond. Par contre, j'ai nettoyé le sujet, je l'ai réancré ensuite donc à l'essuie-tout en prenant de l'encre sur mon essuie-tout, j'ai tout réancré avec un mélange de sanguine, jaune et rouge pour obtenir ce résultat. Comme vous voyez, un tirage aussi ombré. J'ai remis les mêmes lumières. Donc le sujet se détache beaucoup plus, on a une meilleure lisibilité par rapport au précédent. Ce qui est normal puisqu'on a utilisé deux couleurs. Comme le fond était très présent, j'ai essayé de retenter un deuxième tirage modifié, c'est-à-dire que c'est un deuxième tirage pour le fond. Le fond, je n'ai pas rajouté d'encre, je n'ai pas du tout retouché le fond sur ma matrice par rapport au tirage précédent. Par contre, sur le sujet, j'ai remis à nouveau un mélange qui était un peu différent. Je l'ai mis au couteau à peindre, de manière à bien remettre de l'encre au moins dans tous les traits internes au sujet. Alors je ne suis pas allé chercher les traits externes parce que sinon j'aurais risqué de dépasser beaucoup. Et ensuite j'ai frotté à l'essuie-tout. Bon, je l'ai fait en vitesse, mes bords ne sont pas parfaits. J'aurais pu travailler de manière un peu plus détaillée, mais j'ai fait ça un peu rapidement. On voit qu'on a un résultat un peu différent. Le fait d'avoir travaillé au couteau à peindre se voit encore à certains endroits où j'ai pas dû vraiment homogénéiser complètement avec l'essuie-tout. Donc ça se voit notamment ici, par là. Ça donne un petit cachet supplémentaire. J'ai réactivé le pli, je pense, entre les deux, puisque là, il y a un pli qui apparaît qui n'était pas dans les tirages précédents. Donc quand on réactive, ça réactive les traits, comme je vous l'ai dit, et il y en a parfois des nouveaux qui viennent se former. Ça dépend comment on replie.
J'ai essayé de travailler avec du bleu outre-mer. Donc je vous ai dit, le bleu outre-mer a un comportement très particulier puisqu'on a l'impression que c'est vraiment un pigment en suspension dans le liant, dans l'huile si on veut, puisqu'on a des encres taille douce, donc qui sont plutôt des encres à l'huile, même si celles-ci sont lavables à l'eau. Là, on a un bel effet de relief sur le fond, donc qui est travaillé uniquement à nouveau au couteau à peindre. Donc j'ai pas mal travaillé au couteau à peindre sur ces tirages parce que c'est ce qui met le plus en valeur le relief du froissage. Donc notamment là, on a vraiment l'impression de voir la matrice à l'arrière froissée. Et naturellement, si je n'avais pas passé le sujet au papier essuie-tout, on avait un tirage illisible, donc il a fallu que je le passe à l'essuie-tout pour faire ressortir le sujet, et ensuite toujours le même ombrage, de manière à faire ressortir les lumières, à faire ressortir le sujet du fond. De la même manière que pour le tirage précédent, j'ai refait un tirage sans toucher au fond, donc on a le fond qui est atténué du fait du premier tirage. Et de la même manière, j'ai remis du brun, cette fois-ci un brun plus brun et moins sanguine que le précédent, au couteau à peindre, de manière à bien re-rentrer dans tous les traits, que tous les traits intérieurs soient bien visibles, et ensuite j'ai refait mon ombrage. Donc vous voyez une série d'exemples de tirages. J'aurais pu en faire bien d'autres. Bon, j'ai un peu axé sur ceux-là parce que je savais qu'ils mettraient en valeur le fond. Et puis j'ai fait à chaque fois des versions avec le fond très mis en valeur, le froissage bien mis en valeur et des versions où il est plus discret. Mais vous pouvez naturellement, une fois que vous avez fait le froissage, utiliser quasiment toutes les techniques qu'on a vues dans les tutos précédents. Et mélanger ces techniques, etc. Et puis il y en a qui se prêtent plus ou moins à mettre en valeur le froissage. Il y en a dans lequel le froissage va être plus discret, ce qui n'est pas forcément un défaut, ce qui peut être au contraire une qualité selon la volonté artistique que l'on a. Lorsqu'on réalise les tirages, le passage sous la presse, le passage aussi avec le couteau à peindre, font que les plis ont tendance à s'estomper. Donc là, on a fait 2 tirages. J'ai fait le premier tirage, ensuite j'ai fait le second sans réactiver mes plis. Là, je vois que mes plis commencent à s'estomper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refroisser. Et comme vous le voyez, quand on refroisse, les plis se refont au même endroit. Donc on ne crée a priori pas trop de nouveaux plis, mais on réactive les anciens. Donc ne pas hésiter à refroisser sa feuille. Bon, si on fait des nouveaux plis, c'est pas bien grave, mais on va surtout réactiver les anciens. Vous voyez que là, j'ai surtout refait les principaux. Et donc, on repart avec une matrice où les plis sont de nouveau marqués. Donc on refera ça de temps à autre, pas forcément entre chaque tirage, mais tous les 2-3 tirages, ça peut valoir le coup de réactiver ces plis. Comme d'habitude, au-delà de tous ces tirages que je viens de vous montrer, la matrice en elle-même, la matrice finale après le dernier tirage, pour peu que celui-ci ait été à peu près réussi, est intéressante en elle-même, comme on le voit ici. Et avec ces froissages, cet aspect froissé, ça donne cette fois-ci un côté encore un peu plus trash qui n'est pas inintéressant. Si vous n'avez pas le courage de sacrifier votre matrice pour tester cet effet, vous avez réalisé une belle matrice, un beau dessin, vous l'avez gravé, etc. Vous l'avez peut-être déjà tiré une fois ou deux, voire plus, mais vous voulez essayer le froissage, mais vous avez peur de sacrifier votre matrice. À ce moment-là, comme vous savez le faire maintenant, comme je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, vous dupliquez votre matrice, vous la regravez et vous froissez soit l'original, soit la nouvelle, selon laquelle vous jugez la plus réussie et sur laquelle vous voulez tester le froissage. Alors, je vous conseille de graver avant de froisser dans ce cas-là. Donc, vous dupliquez, vous gravez et ensuite vous froissez. Tout ça parce que lorsque vous allez utiliser votre pointe pour graver, les plis risquent de perturber votre mouvement, comme c'est le cas, vous le connaissez bien maintenant avec le pli du Tetra Pak. Quand on passe sur le pli, ça perturbe, ça empêche de faire les courbes, de faire des belles courbes. Et donc je vous conseille plutôt de graver d'abord et de froisser ensuite.
Mais vous voulez peut-être choisir le froissage qui vous convient le mieux. Dans ce cas-là, vous pouvez travailler à l'inverse. Donc, vous pouvez froisser plusieurs matrices vierges. Ensuite, vous dupliquez sur celle sur laquelle vous jugez avoir les plis les plus intéressants. Et une fois que vous avez la duplication, donc le dessin qui sera reproduit, à ce moment-là, vous gravez, et je vous le dis, avec le petit problème que les plis risquent des fois de perturber un peu le mouvement de votre pointe. Donc, c'est à vous de voir selon ce que vous considérez comme le plus important. Comme d'habitude, vous ne couperez pas au deuxième sujet fil rouge, c'est-à-dire la gravure de la presse qui me sert de générique à tous mes tutos. Je pourrais faire la même manip, froisser tout, et puis on tire, et voilà. Le sujet me semble moins s'y prêter. De faire un vieillissement comme ça sur l'ensemble de la presse, je trouve que ça ira pas trop avec le sujet. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est simplement de froisser le fond, la partie haute, le ciel entre guillemets, sans trop toucher à la presse elle-même. Alors pour ça, comment je vais faire ? Je vais quand même faire un froissage aléatoire, donc un froissage un peu comme on l'a fait tout à l'heure en plissant, mais on va le contrôler partiellement en contrôlant ses limites. Donc pour ça, je vais utiliser des petits morceaux de bois, puisqu'on a des... Enfin, c'est pas tout à fait du bois, puisqu'on a des lignes droites, on va en profiter. Donc je vais protéger les zones que je ne veux pas froisser, et je vais essayer de plier le reste, en essayant de pas... Hop, là j'ai même déchiré. On verra si c'est grave ou pas. En essayant de ne pas me limiter à des lignes... Cette ligne droite, c'est parti sur une ligne droite, c'est un peu dommage. Alors là, ici, je peux continuer. Maintenant, je vais protéger ici et ici. Alors là, ça va être dur parce que j'ai un angle rentrant. Je vais un peu libérer du côté là. Essayer d'avoir des choses. Je plisse en poussant ici avec mon doigt. Voilà. Là, je vais faire pareil. Bien attention à ce que ça n'arrive pas sur la main. Là, je vais protéger ma main. Ça déborde un peu. D'où l'intérêt des morceaux de bois qui protègent quand même plus efficacement. Bon, là où je peux, j'hésite pas à carrément replier. Pour avoir quand même des plissages qui se voient. Là où j'ai déchiré, je mettrai un petit morceau de ruban adhésif derrière. Voilà, on a un plissage qui n'est pas très marqué, mais on va essayer de voir ce que ça donne au tirage. Je pourrais encore essayer de le marquer plus par endroit. Voilà. Je fais toujours attention de ne pas descendre trop bas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ce sera un plissage plus discret, puisque j'ai essayé de le contrôler un peu. Mais on va voir. Voici les résultats du tirage de la matrice qui représente la presse, avec uniquement le fond supérieur qui est froissé. On voit que ça n'a pas débordé sur la presse ni sur la main, donc c'était l'effet recherché. L'effet est relativement discret ici, mais il est quand même visible, il n'est pas inintéressant, on dirait un peu un marbre. On serait presque dans les effets de faux marbre et des effets comme ça. Donc c'est des pistes qui peuvent être à creuser selon les sujets que vous traitez dans vos gravures. Bon, j'étais pas franchement content. J'ai trouvé qu'il y avait un peu... Les tons de gris sont un peu trop uniformes sur ce tirage. Donc j'ai refait un autre tirage en contrastant un peu plus, en mettant plus de différence entre les différentes zones, en nombrant un peu ce qui est logique le dessous de la table, en nombrant davantage les plaques.
J'ai laissé la partie supérieure un peu plus sombre. Elle est travaillée ici au couteau à peindre, alors que là, je l'avais passée au papier essuie-tout. Donc là, je l'ai laissé brute de couteau à peindre, ce qui à nouveau nous laisse l'effet de froissage plus visible. Et puis naturellement, le reste, on est classique avec des rayons de blanc un peu partout, comme sur le tirage précédent. Vous voyez que la petite déchirure que j'ai réalisée en frottant se voit ici, avec même de l'encre qui bave un peu à l'extérieur. Quand on a un tirage plus sombre, elle est plus discrète, donc ici, elle passe beaucoup mieux. Le fait que ça bave, c'est dû aux fibres de carton qui retiennent l'encre. Dans les exemples précédents, nous avons froissé une matrice déjà gravée. Ou dans le cas où je vous ai dit que vous faisiez une duplication, elle n'était pas forcément encore gravée, je vous ai laissé le choix, mais on avait déjà le dessin qui était prédéfini. On va voir maintenant qu'on peut aussi d'abord froisser une matrice, soit de manière aléatoire, soit de manière plus contrôlée, puis la graver ensuite en tenant compte du motif qu'on a froissé. Donc je vais prendre cette matrice, je vais la froisser. Alors je ne vais pas procéder comme tout à l'heure, je vais faire un froissage plutôt partiel. Je vais essayer de pas tout froisser d'un coup. Peut-être d'essayer de faire plus dense à un endroit qu'à un autre. Ensuite, je verrai si ça m'inspire ou pas. Selon l'inspiration, je ferai quelque chose de plus ou moins figuratif. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup de plis, je vais en mettre plus. Je vais laisser juste une partie libre en haut. Il faut quand même bien les appuyer, les plis. Je vous ai fait tout un tuto pour vous expliquer comment avoir des matrices pas pliées. Là, c'est le tuto inverse, c'est comment avoir des beaux plissages. Voilà, donc là, on a quelque chose. Je vais essayer de réfléchir dans quel sens le prendre et puis de faire la gravure en fonction. Donc ça nous fait un exercice un peu imposé. Bon, naturellement, comme je ne suis pas sûr de moi, comme je ne suis pas un excellent dessinateur, je vais commencer, comme pour une matrice ordinaire, par dessiner au surligneur, puis peut-être avec un feutre plus précis, et ensuite seulement faire la gravure. Si vous êtes sûr de vous, naturellement, vous pouvez y aller directement à la gravure. Alors voici la gravure et le tirage que j'ai réalisé après avoir froissé aléatoirement une partie de ma matrice, laissé lisse le reste, donc la partie lisse ici évoquait un peu le bec et la tête d'un oiseau, donc j'ai travaillé sur ce thème. Bon, j'ai fait quelque chose de réaliste. Il y a des cas où on part plutôt sur de l'abstrait, mais c'est un exercice qui n'est pas inintéressant. Bon, le résultat ici n'est pas fantastique. Je l'ai traité en noir et blanc. J'ai même refait un second tirage en remarquant certaines zones d'ombre pour recontraster. On voit un peu différemment l'ombrage du ciel. Enfin, dans les cas, tout est essuyé au papier essuie-tout. Il n'y a pas de travail là au couteau à peindre. Et puis, j'ai fait un tirage polychrome. Ici, j'ai frotté un petit peu moins en haut. Donc là, on voit un peu plus les effets de couteau. Et par contre, tout le reste a été traité au papier essuie-tout en rajoutant les couleurs une par une sur la matrice, avant de passer en une seule passe sous la presse, comme on l'a déjà vu dans le tuto consacré au tirage polychrome. L'exercice précédent était un peu un exercice anecdotique, mais qui n'est pas inintéressant à réaliser. On a fait un froissage aléatoire, et puis on a essayé d'en faire quelque chose. Mais il peut être plus intéressant de diriger le froissage de la matrice, ou le pliage plutôt, on pourrait dire dans ce cas-là, de la matrice. Et on va voir un premier exemple où on va faire des plis droits, des lignes droites. Donc on peut les faire soit à main levée, puisque le Tetra Pak, comme on l'a vu, a tendance à se plier droit. Donc vous pliez ça comme si vous faisiez de l'origami. Et vous obtenez des traits. Donc là je vais faire par exemple des traits parallèles. Je continue, j'en refais un autre.
Je peux faire des traits croisés, donc je vais faire des carreaux à ce moment-là. Voilà, là je travaille à main levée. Je pourrais m'aider d'une règle, mais vous voyez que c'est pas forcément utile. Là j'arrive quand même à faire des choses bien droites. Hein. Donc on va voir avec une règle, on aura peut-être un pli plus net, plus marqué. C'est pas forcément évident. J'ai travaillé là à main levée puisque je vous fais juste un exemple pour la démonstration. Si on voulait faire quelque chose de plus précis, avoir par exemple une décroissance de l'intervalle entre les lignes, à ce moment-là, il pourrait être intéressant de tracer au préalable, voire de mesurer entre les lignes de manière à être guidé et ensuite à faire les plis de manière régulière selon ces lignes. Donc je trace, je me place dans le bon sens, je me mets sur la ligne et j'y vais. Et voilà. Je vous ai déjà traité une matrice selon ce principe et j'ai réalisé les tirages. Donc je vais vous montrer les résultats. J'ai fait un pliage qui ressemble tout à fait à ce que je viens de vous montrer. Donc avec d'abord des traits parallèles et puis ensuite j'ai fait un éventail qui croise le précédent sur deux de ces lignes. Ensuite, comme un peu dans l'exercice précédent, je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Donc j'ai dessiné ce personnage qui est découpé en trois. Je l'ai ombré à la fibre de verre. J'ai fait ça un peu vite pour les besoins de la démonstration, mais il aurait fallu pour que j'ai un sujet bien régulier dans son ombrage, peut-être que je travaille avec du ruban adhésif, du cache en ruban adhésif, comme on l'a vu dans le tuto précédent. J'ai fait un tirage qui est ombré, puisqu'on voit que j'ai plus essuyé ici autour du personnage, de manière à avoir cet effet de lumière, et puis une sorte de vignettage, comme on dit en photo, c'est-à-dire les coins qui soient un peu plus foncés. C'est le premier tirage. J'ai fait un second tirage ici en bleu, qui est un tirage plus uniforme, un tirage plutôt simple, où il n'y a pas d'ombrage, donc pour voir ce que ça donnait, c'est un peu moins intéressant. Enfin, personnellement, je préfère celui-là, mais ça vous permet de voir comment ressortent ces plis. Donc les plis qui ont été faits à la règle de manière linéaire sont souvent beaucoup plus visibles que les plis aléatoires qui sont moins marqués. Nous avons fait ici des plis contrôlés qui sont des droites, donc c'est relativement simple. Est-ce qu'on peut travailler aussi sur des courbes ? Eh bien, on va faire le test. Donc, je vais même définir au préalable ma courbe et essayer de faire le pli qui corresponde à cette courbe. Bon, ça va être naturellement moins facile, mais on y arrive. Donc, en tenant avec un doigt et en pliant tout doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel doigt. Vous n'allez pas trop vite. Et vous arrivez à suivre votre courbe. Bon, il faut naturellement que la courbe ne soit pas trop serrée. Mais on y arrive. Donc n'hésitez pas à repasser pour bien remarquer le pli. Donc votre ongle, en l'occurrence ici, marque aussi un peu. Mais bon, le pli est bien réel. Voilà. Alors vous voyez peut-être pas forcément bien le pliage, mais je vais vous montrer aussi ce que ça donne une fois les tirages réalisés. Donc sur un exemple où j'ai réalisé 3 courbes de ce type. Donc là, il y en a même une qui s'arrête sur la première, ce qui est un peu difficile de ne pas déborder dans ce cas-là, puisque forcément le pli il a toujours tendance à s'étendre au moment où on le marque. Un tirage de nouveau ombré, donc de manière à éclaircir le ciel par rapport au reste, avoir un peu le modelé de collines. Donc on a un résultat qui est très sobre, mais qui est quand même intéressant. Et puis je l'ai traité en couleurs. Bon, mes couleurs sont pas fantastiques.
J'ai voulu faire un effet en passant du vert au bleu, mais ce vert émeraude là est très, très puissant et en fait il cache un peu le bleu. J'ai voulu faire aussi des reflets du soleil sur les collines, mais c'est pas très réussi. En l'occurrence ici, je préfère ce tirage monochrome, hein. Bon, il y aurait eu des tirages en couleur qui auraient été peut-être plus réussis que ça à faire. Donc c'est déjà satisfaisant comme ça. Pour moi, il y a une impression de calme qui se dégage de cette image. Mais je peux aussi m'en servir comme fond, venir rajouter des personnages. On le fera peut-être dans un tuto suivant, ou s'en servir comme fond pour mettre des écritures ou des choses comme ça. Donc ceci pour vous montrer que les froissages ne sont pas forcément aléatoires. On peut faire du froissage selon des droites, du froissage selon des courbes à condition qu'elles ne soient pas trop marquées. On voit qu'ici le rayon de courbure est plus important, le plissage devient peu visible. Il l'est ici parce que j'ai travaillé l'ombrage, que j'ai fait du clair d'un côté et plus sombre de l'autre, donc on suit bien la courbe. Sinon, si j'avais fait un tirage simple, là c'était peut-être un peu moins facile à suivre. J'ai fait enfin un troisième essai, donc je vais peut-être vous le montrer sur la même matrice, où je me suis inspiré du batik. En batik, on peut prendre le tissu, le replier sur lui-même et le ligaturer. Donc j'ai essayé de travailler de la même manière pour obtenir des cercles. Donc j'ai mis mon stylo, mon feutre, sur un côté arrondi pour marquer mais pas trop. Et ensuite je remonte la matrice de manière à faire des plis en étoile. Donc là c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de les marquer. Donc le rond du stylo se voit, mais ce n'est pas forcément un défaut, ça peut être même intéressant. Et je vais recommencer ailleurs. Donc le but c'est de créer des étoiles. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner à l'impression? Voici un premier résultat au couteau à peindre, traité au couteau à peindre. Donc on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. J'ai fait des étoiles, peut-être même 6 fois ici. Là, j'ai fait un ancrage vraiment brut au couteau à peindre. J'ai utilisé les restes qu'il y avait sur ma palette, d'où les taches de jaune, de brun et sur un fond qui est plutôt bleu-brun, un bleu assez franc ici, un peu mélangé ici. Donc on voit bien les motifs que j'ai créés par ce froissage en étoile. Ici un travail quasiment uniquement en bleu, avec toujours un travail au couteau à peindre de manière à bien mettre en relief le froissage. Donc là un travail très régulier au couteau à peindre où je suis venu frotter régulièrement de manière à avoir un fond presque uni mais qui a ce granité particulier, donc qui est le granité du Tetra Pak, et les effets de froissage qui sont bien marqués. Un troisième essai, cette fois-ci essuyé à l'essuie-tout. Un tirage ombré, donc c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude à le voir, mais j'ai tout homogénéisé pour avoir un gris moyen. Il y a quelques zones où on garde dans les plis un noir assez dense, des petits filets de noir assez denses. Et puis j'ai essuyé assez fortement la partie haute en ne frottant pas trop sur les plis. Mais de même sur la partie basse, je suis venu essuyer par-ci par-là pour refaire un peu des lumières dans les zones non plissées de manière à ne pas enlever d'encre dans les plis. Donc là on a un résultat très doux que j'aime bien. C'est pareil, il peut suffire à lui-même. On peut passer un certain temps à le regarder, à se fondre dans cet univers. On a l'impression d'être dans un temps de brouillard, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi servir de fond pour rajouter des sujets, faire une deuxième passe en rajoutant des sujets contrastés,
dessiner à la main, faire des écritures par exemple dessus. Dans tous les exemples précédents, nous avons plissé notre matrice principale et réalisé un tirage en une seule passe sous la presse. Il est également possible de rajouter des traits de froissage après coup en faisant un second passage sous la presse avec juste une matrice plissée, donc une seconde matrice. Avant de réaliser les premières séquences que vous avez vues, j'ai pris ma matrice donc avant de la froisser, j'ai réalisé une matrice de taille strictement identique. Bon, on ne serait pas obligé d'avoir une matrice exactement identique, mais c'est quand même préférable pour ne pas avoir un plissé qui dépasse ou au contraire un plissé trop court. Et puis surtout de manière à avoir des cuvettes, c'est-à-dire le creux que fait la matrice dans le papier, qui soit identique. Je vais prendre cette matrice et la froisser comme tout à l'heure, donc en faisant une boule bien serrée. Il ne faut pas hésiter à appuyer, il faut bien marquer. On va voir ce que ça donne. Alors si on voit qu'il y a des zones, là c'est plissé un peu régulier, ça a plissé beaucoup en parallèle par rapport au trait, donc je vais essayer de casser un peu encore. Je pense qu'avec l'expérience, on doit pouvoir, même sur un plissage aléatoire comme ici, un simple froissage, selon la manière dont on commence le froissage, essayer d'orienter un peu les traits principaux. Donc voilà, j'ai ma seconde matrice, donc je la lisse un peu. Maintenant, je vais commencer par faire un tirage de cette matrice. Je laisserai sécher et ensuite, on refera un ancrage de cette matrice vierge et on la réimprimera sur le même tirage. Voici le résultat du passage d'une matrice froissée puis ancrée. Bon, je l'ai nettoyée depuis, mais elle a été ancrée, bien essuyée, de manière à ce qu'il n'y ait vraiment plus trop d'encre. J'ai bien essuyé pour ne pas remettre un voile trop important sur l'ensemble de mon tirage. Et donc, j'ai remis cette matrice ancrée sur un tirage déjà réalisé, donc que j'avais réalisé avant le froissage de ma matrice. Donc, en tout début de séance, j'ai commencé par faire 3 tirages avant froissage. On voit qu'on a un résultat qui est proche de ce qu'on a eu avec un froissage ultérieur, mais on a quand même une impression que le froissage est par au-dessus du sujet, qu'il masque un peu le sujet comme si le sujet était derrière une vitre sale, ce qu'on n'avait pas dans les tirages lorsque c'est directement la matrice qui est froissée. Donc pour moi, c'est un peu un ersatz de froissage direct de la matrice. Mais il faut voir ce qu'on peut en faire d'autre. Là, j'ai refait alors directement un second tirage par rapport à la matrice froissée, c'est-à-dire que je ne l'ai pas réancrée, je l'ai gardée telle qu'elle sortait du tirage là. J'ai remis sur une autre matrice, bon, qui était un peu moins contrastée au niveau du visage. Et j'ai un résultat donc qui est plus discret, peut-être plus satisfaisant. J'ai fait un troisième essai donc en changeant 2 choses. D'une part, je suis passé à une deuxième couleur, donc pour avoir un froissage bleu sur un sujet brun. Et d'autre part, j'ai essayé, en prenant ma matrice originale comme référence, j'ai mis la matrice froissée à côté et donc j'ai essayé d'essuyer en repérant la forme du sujet de manière à ne pas mettre trop d'encre bleue sur le sujet lui-même. Bon, vous voyez que la précision a des limites. Ici, j'ai été trop large. Ici aussi. Là, j'ai un peu décalé le trou, forcément, puisque je l'ai fait vraiment au jugé. Donc ça peut être une technique à utiliser si on a un sujet qui n'est pas trop défini.
Ici, on a quand même un sujet dont les limites sont clairement définies, donc il faudrait être d'une précision rigoureuse. Si on travaille plus dans l'abstrait ou avec des sujets plus flous, là, ça peut être intéressant de travailler de cette manière. J'avais quasiment achevé le montage de ce tuto, mais ce tirage avec le décalage du bleu, notamment ici, là, et puis toute la partie là, me chagrinait un peu. Le manque ici aussi, donc ça m'embêtait de vous laisser avec un résultat imparfait comme cela. Et donc j'ai essayé de voir si on pouvait pas faire mieux. Donc je suis reparti d'une matrice, j'ai repris une autre des matrices du tuto, puisque celle que j'utilise dans le reste de ce tuto est froissée désormais. J'en ai fait plusieurs tirages. Je ne sais pas de combien je vais en avoir besoin, j'en ai préparé 3. J'ai fait comme précédemment une matrice, donc avec le pli au même endroit et de même dimension. Donc je me calerai sur le bas à droite comme d'habitude. Et là où le calage va être plus important, j'ai pris un rhodoïde. Alors vous auriez pu prendre un calque, moi j'ai du rhodoïde sous la main, des rhodoïdes de récupération. Je l'ai coupé aux dimensions de la matrice et ensuite en me calant bien donc sur le coin inférieur droit et la ligne droite du bas, j'ai passé le tour au feutre et ensuite j'ai découpé au scalpel. Alors comme on a cette partie à préserver dans le cache, j'ai conservé 2 petites bandes de rhodoïdes que je n'ai pas coupées. Donc là je les ai hachurées pour qu'on les voit bien. De même en bas, la jambe descend jusqu'à sortir de la matrice. Donc là j'ai gardé une petite bande là, que j'ai matérialisée par les hachures de manière à ce que le rhodoïde tienne bien ensemble, que ça ne s'écarte pas sur la partie basse. Quand je frotterai par la suite, ces parties-là ne seront pas nettoyées, mais il suffira que je repasse un petit coup ensuite, après avoir enlevé le cache, pour rattraper les choses. Idem ici. J'ai bien marqué en rouge ici, j'ai retracé d'ailleurs après les tours au feutre. Ça, c'est visuel, c'est pour que quand le rhodoïde traîne sur la table, on le voit bien, sinon on passe du temps à chercher un rhodoïde qui ne se voit pas. C'est moins le cas avec un calque. Et puis il y a une chose qui est importante aussi, c'est quand vous avez ces différents éléments qui vont ensemble, qui ont été réalisés ensemble, c'est de bien les identifier au dos, de marquer de quoi il s'agit, voire de les ranger ensemble dans une même enveloppe, parce que sinon si vous voulez les réutiliser par la suite, il vous manquera un bout, et puis surtout les bouts froissés comme ça, ils ont vite fait de partir à la poubelle ou d'être réutilisés pour autre chose. Donc identifiez bien tous vos éléments et rangez-les ensemble. Que va-t-on faire maintenant? On a nos tirages. On va ancrer cette matrice et ensuite poser le rhodoïde dessus de manière à pouvoir essuyer et atténuer la deuxième couche, le deuxième passage sous la presse en bleu froissé, de manière à ce que le bleu froissé n'apparaisse pas trop sur le sujet, mais soit surtout à l'extérieur, et ça de manière précise, puisqu'on va bien se caler précisément donc sur notre coin en bas à droite et sur notre ligne. Et donc on va voir si on arrive à avoir un résultat plus précis que celui qu'on a eu précédemment. Un dernier détail, comme j'ai coupé en 2 pièces tout mon rhodoïde, il me reste l'intérieur. Un intérieur qui était en 2 pièces, la partie principale et le bras, puisqu'il était séparé par ces 2 petites languettes que j'ai conservées. J'ai recollé le bras au moyen de ruban adhésif en me plaçant bien sur ma matrice pour retrouver exactement l'écartement initial, la largeur initiale de mes bandes. Donc là, on voit bien que ça colle parfaitement. Et donc maintenant, j'ai un rhodoïde
qui a exactement la forme de mon sujet. Donc ce rhodoïde, je l'ai conservé puisque je l'avais, j'ai fait le travail, autant le conserver, et il peut maintenant me servir lors de tirage pour travailler par exemple le fond sans déborder sur le sujet. Un peu comme on a fait avec du ruban adhésif, mais là peut-être pas pour travailler la matrice, mais pour travailler à l'essuie-tout. Donc ça facilitera les choses d'avoir un cache qui a exactement la forme que je souhaite. Voici les résultats. J'ai ancré cette fois-ci avec du bleu outremer. J'ai passé sur le fond, j'ai essuyé. Et voilà ce que ça donne. Bon, on est quand même nettement meilleur en termes de synchronisation que le précédent. On n'a plus ce grand blanc ici. On n'a plus cette impression de décalage. Mais on n'est quand même pas parfait. On voit qu'ici, on a quelques millimètres au niveau de la tête. Ici, on a tout petit peu. Donc, c'est pas parfait, mais on est quand même nettement mieux. Comme j'ai vraiment essuyé nettement en suivant le bord du contour, on a vraiment fait des contours nets. Du coup, on voit les différences. Alors que tout à l'heure, on était moins bien calé, mais un peu plus flou. Donc, les deux se compensaient un peu. Alors, j'ai refait un deuxième essai. Ici, j'ai pris une autre couleur. C'est un mélange de rouge et légèrement jaune. Là, par contre, on a un décalage qui est beaucoup plus important, qui est assez gênant au niveau du bras. Alors, pour ces deux tirages, le précédent et celui-ci, j'ai calé, donc je vous avais dit, je m'étais calé en bas à droite, donc quand on retourne, ça devient ce coin-là qui est le coin de référence. Donc, j'avais mis un morceau de ruban adhésif ici et un morceau de ruban adhésif ici pour avoir bien la base qui soit calée. Ce qui s'est passé, c'est comme le vide de mon cache est important, en fait le cache c'est un peu ouvert. Donc sur le tirage suivant, j'ai modifié mon cache en venant remettre avec du ruban adhésif. Je vais mettre ça comme ça. Avec du ruban adhésif, j'ai remis une bande horizontale qui évite que le cache s'écarte en largeur. Le ruban adhésif, ici, comme sur l'inverse que j'ai reconstitué, que je vous ai montré tout à l'heure, un morceau de ruban adhésif d'un côté, et puis un morceau de ruban adhésif de l'autre, de manière à ce qu'on n'ait plus de côté collant, et que ce soit plus rigide. Donc, un deuxième résultat qui n'est pas terrible, donc forcément, j'en ai fait un troisième. Alors, j'en ai profité pour faire cette fois-ci un fond froissé avec une succession de couleurs, que je trouvais quand même plus sympathique, ça valait le coup d'essayer. Là, cette fois-ci, j'ai mis 3 morceaux de ruban adhésif, donc un ici et un en haut, de manière à ce qu'on n'ait pas de pivotement du cache. Et là, on commence à avoir un résultat avec un calage qui est vraiment satisfaisant. Alors, pourquoi aussi un ruban adhésif en haut ? Puisque si j'ai eu tous ces problèmes de calage, c'est également par le fait que ma matrice plissée, elle n'est pas tendue. Donc forcément, quand on met le cache dessus, on a une différence, on n'arrive pas exactement au même endroit. Entre la longueur tendue et la longueur un peu tordue, il y a une petite différence qui fait que, puisqu'on s'est calé ici en bas, quand on arrive en haut, donc c'était dans le premier cas, quand on arrive en haut au niveau de la tête, là on a des écarts qui peuvent être importants. D'où l'intérêt d'avoir un cache bien calé sur tout le tour et de pouvoir remettre des morceaux de ruban adhésif un peu de tous les côtés. Bon, vous voyez que c'est pas facile de faire un bon calage, mais une fois qu'on s'y est bien pris, on arrive à des résultats quand même assez intéressants. Bon, il y aurait plein d'autres choses à faire avec cette technique, enfin ces différentes techniques de froissage. Mais comme d'habitude, vous voyez qu'en partant au départ du simple froissage de la matrice, qui était vraiment la technique la plus simple, en tirant un peu sur la ficelle, je vous ai proposé quand même presque une dizaine de manières différentes de procéder. On peut rappeler en bref. Soit on froisse directement la matrice
soit comme on vient de le faire, on repasse en deuxième tirage avec une matrice froissée, soit on utilise une matrice déjà gravée, soit on froisse d'abord et on grave ensuite, soit on fait du froissage aléatoire, soit on fait du froissage plus contrôlé, soit sur un petit secteur, donc comme on l'a fait sur le tirage de la presse, soit un froissage contrôlé en faisant des lignes, des courbes bien précises, avec les limites qu'il y a à cette technique, on ne peut pas tout faire. Alors je vais vous donner encore un dernier exemple qui m'est venu en réalisant ce tuto, en cours d'enregistrement de ce tuto. On a dit que le froissage se délite progressivement au fur et à mesure des tirages et on est obligé de le réactiver en reprenant la matrice, en la refroissant. Donc il m'est venu à l'idée une autre technique qui serait d'essayer de figer ce froissage qui va nous donner probablement un résultat très différent. Alors je vais le faire sur une partie de cette matrice froissée seulement. Ça va être de passer au papier de verre. On a vu dans le tuto précédent que lorsque on passe au papier de verre, il arrive que l'on râpe carrément la couche de plastique, la couche d'aluminium pour descendre au carton. Donc voyons ce que ça donne. Je vais le faire sur la moitié de cette matrice. Et on va tester le résultat. Alors, je vais le faire légèrement sur le milieu. Je vais beaucoup plus insister là. Donc je le fais avec une cale à poncer de manière à être bien plat. On pourrait essayer aussi de le faire avec un petit morceau de papier de verre tenu à la main. Mais là on va beaucoup plus foncer le fond. Donc je pense que c'est plus prudent de travailler à la cale. Et puis là j'ai un papier de verre un peu plus fin. Donc là je vais vous faire simplement un tirage de cette matrice froissée pour voir un peu ce que ça produit. Donc on voit que là, on a déjà bien usé, on est descendu un carton, mais c'est juste des taches pour l'instant. Je vais peut-être aller encore plus loin, de manière à obtenir des lignes. Voilà, on va en rester là. Voici ma matrice après tirage. Donc je vais plutôt vous présenter les tirages. Comme on s'y attendait, donc on a une partie haute où je n'ai pas passé de papier de verre, donc où on a un plissé, donc ça concerne uniquement la partie vraiment les quelques centimètres les plus hauts, où on a un plissé relativement ordinaire comme on a eu précédemment. Et ensuite, on voit progressivement apparaître les surfaces dépolies par le papier de verre. Donc j'avais utilisé un papier de verre fin, qui était du 180. Et progressivement, plus on descend, ensuite on arrive à la zone où j'ai vraiment frotté fort. Donc là, on voit que le papier de verre a presque dépoli l'ensemble de la matrice. Donc on a des effets qui sont sympathiques, qui sont différents. On n'a plus uniquement cet effet de petits traits un peu juxtaposés, on a vraiment des surfaces dépolies. Donc ça change, c'est quelque chose de différent, qui va rester constant dans le temps, à peu près. Puisqu'ici, j'ai pris la matrice, j'ai fait 4-5 allers-retours sous la presse, bien serré, de manière à raplatir les plis. Ensuite, je l'ai passé dans l'autre sens, j'ai refait 4-5 allers-retours sous la presse, donc de manière à l'écraser au maximum. Si on compare les deux, on voit qu'on a un tirage plus clair ici. Alors j'aurais voulu faire le même tirage les deux fois pour qu'on puisse vraiment comparer. Mais c'est jamais facile de refaire la même chose, puisqu'ici, comme ma matrice était plus lisse, en fait l'essuyage a été plus efficace. Avec un même effort d'essuyage, en fait, j'ai eu un essuyage plus complet ici. Donc, effectivement, sur la partie haute, il y a des plis qui disparaissent. Ils se sont écrasés, ils ont du mal à apparaître maintenant. Mais dans la partie basse aussi, on voit que
les dépolis, etc. apparaissent un peu moins bien puisque le fait que la matrice soit plus lisse, ça m'a permis d'essuyer plus efficacement. Mais bon, vous voyez que d'une part, c'est une manière de préserver la pérennité de mon pliage, mais surtout d'obtenir un effet différent, hein, puisque l'effet est quand même radicalement différent entre la partie dépolie et la partie simplement plissée. Donc en cherchant à faire une pérennisation du pliage, finalement, on a créé un effet différent, un effet nouveau. Bon, chose promise, dans le prochain tuto, nous verrons comment martyriser à nouveau nos matrices avec un système encore différent.